On est ici au palais de justice concernant votre frère. Alors, que se passe-t-il avec votre frère? De quoi est-il accusé? Il est accusé d'être en fait le concepteur technique d'un site qui est appelé un site djihadiste par le procureur. Pour quelle raison? Sur quelle base? Le fait que on y parle, on dénonce ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, dans les pays zones, comme le précise le procureur, et qu'on n'est pas forcément d'accord avec la politique américaine ou occidentale en général, donc avec l'armée et les abus de l'armée envers la population. Donc, à partir de ce moment-là, on est tout de suite taxé de terroriste. Alors, il semble qu'il serait un des membres du centre CIBA. Alors, c'est quoi ce centre CIBA? Écoutez, c'est un centre en fait public qui est ouvert à tout le monde. C'est surtout point de vue humanitaire, on y distribue des cafés, mais aussi on y enseigne l'islam, l'arabe, les principes même donc de la religion musulmane. C'est ce qui semble en surface, mais d'après les médias, ce qu'on entend, dans les couloirs, on recruterait des gens pour aller faire le djihad en Irak et dans les pays où se passe la guerre en ce moment. Non, tout ça c'est du blabla, mais il n'y a aucune preuve qui justifie donc ces accusations. Cependant, comme c'est un centre ouvert à tous et où des centaines de personnes passent, donc parce qu'on est libre d'y dire ce qu'on veut et parce qu'il n'est financé, ce centre, par aucun pays, aucun organisme, donc les gens se sentent à l'aise et se sentent libres de parler, donc on y voit un peu de tout. Et si par malheur il y ait peut-être passé une personne ou deux qui soient partis en Irak ou en Afghanistan ou je ne sais où, ce n'est pas la responsabilité de ce centre, En fait, le principal gérant de ce centre, c'était et le concepteur, c'était Monsieur Hayashi Bassam, qui est mon père. Et comme Monsieur Hayashi Bassam n'est pas là aujourd'hui et qu'on aurait voulu lui endosser quelques accusations, alors dans ce cas-là, on s'en est pris à mon frère. On a pris le fils à la place du père. Et voilà, et on voudrait l'accuser de dirigeant d'un groupe terroriste et on n'a même pas su faire le lien entre ces personnes-là. Alors qu'avance le procureur contre votre frère et toute la bande, parce qu'ils sont 7 personnes à être inculpées, présumées terroristes dans cette affaire? Oui, 7 personnes qui ne se connaissent pas tous dans la plupart. Mon frère n'a aucun contact envers certains. Et il n'est au courant ni des faits ni des gestes des uns et des autres et on voudrait l'accuser d'être un dirigeant, un organisateur. En fait, ce procès, nous l'avons bien compris, c'est une mascarade. Ce qui est justement fort singulier dans cette affaire en ce qui concerne M. Hayashi, c'est qu'il n'est pas arrêté. Là maintenant il est en Syrie. Donc on ne risque pas de le revoir de sitôt, mais lorsque toutes les personnes qui, elles, sont sur le banc des prévenus ici qui ont été arrêtées, c'était parce que c'était des dangereux terroristes. Et figurez-vous que leur dirigeant, leur chef, ce serait M. Hayashi, et que fort curieusement, lui n'a pas été arrêté. Donc c'est totalement incompréhensible. Le grand Manitou de tout ça, il est laissé en liberté. En quoi est-il leur chef? En rien, bien entendu. En réalité, j'explique parce que je sais que les téléspectateurs de Mediane TV sont intelligents, donc je leur explique en 2 mots comment ça marche. Il y a 2 personnes qui sont suspectées d'être des terroristes, mais qui n'ont pas fait d'infractions terroristes. On dit qu'elles comptaient, qu'elles avaient l'intention de faire des infractions terroristes. Alors on parle ici d'Ali Tabish? D'Ali Tabish et de Samer Azoueg. Alors, en réalité, l'intention de commettre des infractions terroristes, c'est une exception à la législation qui est plus dure que les autres. L'intention suffit. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un groupe. Et le groupe, dit la loi, c'est 3 personnes minimum. Et là, il n'y en a que 2. Et donc, si on ne trouve pas un 3e dans le groupe, les 2 autres, ils sauvent leur peau. Et donc il en fallait un 3e, raison pour laquelle on a été racler les fonds de tiroir de l'islamisme, comme je l'ai plaidé, et qu'on a été prendre M. Dassi, qui est totalement innocent dans cette histoire, un aveugle le verrait, et M. Hayashi, parce qu'on s'est dit, on va prendre Dassi, c'est le plus ancien élève du cheikh Bassam, ça fera bien, mais le dossier, il n'y avait rien. Donc après, ils ont pris le fils du cheikh Bassam, ça c'est bien. Le fils du cheikh Bassam, il peut être que coupable. Mais le problème, donc là ils avaient leur 3e bonhomme, mais c'est qu'il n'y avait rien contre lui. Et donc, ça, si vous le permettez, je vais expliquer en 2 mots.
Comment ça se passe? Donc on dit, vous faites partie d'un groupe terroriste. Mais alors on va voir, on va faire des écoutes, des perquisitions, on met des agents infiltrés, et on voit qu'il n'est jamais là, qu'il n'incite jamais au djihad, qu'il n'a pas d'explosifs, qu'il n'a pas de plan, qui ne finance pas le terrorisme, que rien n'est suspect dans sa comptabilité, bref, il n'y a rien. Alors, ce que fait le parquet fédéral, et j'invite vos téléspectateurs à se méfier parce qu'on atterrit sur le banc des prévenus bien plus vite qu'on ne le pense en Belgique, ils ont été expliqués qu'en fait, parce que M. Hayashi est un as de l'informatique et il avait un site qui, c'est vrai, était un site anti-américain pour ce qui concerne la guerre en Irak, et il a bien raison, il n'acceptait pas le massacre qu'on occulte ici en Occident, mais des Irakiens par l'armée américaine. Et donc il intervient sur ce site. Et on explique qu'en réalité, par une messagerie privée, il donnerait des ordres à Al-Qaïda monde. Comme quoi, une fois qu'on commence dans le délire, les limites, elles sont difficiles à trouver. Et on va prendre tous ces messages. Par exemple, quand Malika El Harout se fait arrêter, il dit qu'il n'est pas content parce que Malika El Harout fait une mauvaise publicité aux musulmans, parce qu'elle a publié une lettre où on menaçait de se prendre aux civils suisses. Lui est contre, elle va publier sur Minbar cette lettre de menace. Elle se fait arrêter, et toute une autre série de personnes également, mais qui sont potentiellement des personnes qui vont combattre en Irak. Comme lui désapprouve qu'on s'attaque aux civils, mais par contre approuve les gens qui se battent en Irak, il est fâché et il le met sur un message. Toute une organisation vient de tomber à l'eau, des frères sont en cavale et des frères sont en cabane. Ce sont ces mots. Eh bien, on va se baser là-dessus pour dire, vous voyez, il est au courant qu'il y a une organisation, et s'il est au courant, c'est que c'en est le chef. Vous voyez, ça repose vraiment sur ce genre de clownerie. Et je pense que c'est une technique délibérée. Il y a 60 000 pages de dossier. Pour que, quand le parquet donne le procureur donne le dossier au juge, il n'a pas le temps de l'étudier. Et alors, le procureur vient lui dire, il y a ça et ça. Et bon, le juge finit toujours par se dire qu'il y a bien quelque chose. Alors, on a entrepris un travail colossal de rectification de tout ça. On a prouvé, mais des centaines d'arguments à l'appui que ça ne tenait pas. Normalement, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est l'acquittement. Mais, comme toujours, nous aurons cet acquittement, mais comme toujours, nous l'aurons que devant la cour d'appel, parce que devant le tribunal correctionnel, je crains fort que nous soyons dans un premier temps condamnés, simplement parce que les tribunaux correctionnels n'ont pas le temps d'étudier les dossiers, et ils n'ont pas le temps de voir que tout ce qu'on leur a raconté pendant 5 ans, parce qu'un dossier comme ça fait 5-6 ans que ça traîne, hein. Ils sont arrêtés depuis 3 ans, moi mon client est en liberté, mais les autres ça fait 2-3 ans, mais le dossier, l'instruction a lieu déjà depuis 5-6 ans. Donc à un moment, les juges sont noyés, et dans le doute, dans la crainte, ils se disent qu'il vaut mieux condamner un musulman et le mettre injustement en prison que de le laisser en liberté. Et devant la cour d'appel, les juges ont plus de temps. Ils sont également plus rigoureux. Et donc là, nous obtenons les acquittements. Donc pour M. Hayashi, moi je ne fais jamais de pronostic. Je ne fais pas d'esbrouf non plus. Nous avons déjà eu un premier procès pour lui, où en première instance, nous avons été très lourdement condamnés, et où en appel, nous avons eu un triomphe total. Eh bien, mon espoir, ma conviction et ma certitude, c'est qu'il se passera exactement la même chose dans ce dossier, et je suis très heureux d'une chose, c'est que mon client n'a pas été mis sous mandat d'arrêt, il est libre, et il est en Syrie, et vu la façon dont ça se passe en Belgique, qui donne toujours des leçons de droits de l'homme à tout le monde, eh bien, il n'a peut-être pas eu tort de rester en Syrie. Comment cela se fait-il que M. Hayashi Abdelrahman n'est pas ici en Belgique et qu'il se retrouve en Syrie, alors que là-bas, il y a des coups de feu de partout? Mais il est syrien, hein, donc il est chez lui. Et comme je l'ai expliqué au début du procès, quand on me demandait les motifs de son absence, pour dénoncer la gigantesque hypocrisie qu'est ce procès, j'ai expliqué qu'il faisait en fait du terrorisme en Syrie, mais cette fois-ci avec le soutien de l'ONU. Donc c'est exactement les mêmes faits qu'on lui reproche par rapport à l'Irak, sauf que dans un cas, il s'en prend aux Américains, et dans l'autre cas, il s'en prend au gouvernement syrien, qui est, entre guillemets, l'ennemi des États-Unis. Donc là, ça arrange bien les États-Unis, donc il peut faire ses actions prétendument terroristes en Syrie. Donc on voit que vous êtes en fait terroriste ou non, d'après le pays
auquel vous vous opposez. Nous avons vraiment réussi à prouver devant un tribunal fort attentif, je dois le dire, que nous avons vraiment réussi à prouver qu'il n'y a absolument rien contre lui. Et nous avons expliqué également qu'étant donné que le parquet de Bruxelles a fait des fuites de ce dossier dans la presse et que partout on le présente comme un djihadiste, il ne peut même plus quitter le territoire syrien pour venir ici, il aurait bien aimé, mais il doit passer par la frontière syrienne, par les soldats du gouvernement Al-Assad, et avec une fiche judiciaire telle que celle qu'on lui a accolée, s'il passe la frontière, c'est torturé dans une geôle syrienne qui va terminer ses jours. Donc tant qu'à faire, il est mieux là où il est. Et en fait, on fera comme la fois passée, on l'acquittera et une fois acquitté, il reviendra en Belgique. Et si on le condamne, qu'est-ce qu'il faut faire? Un mandat international contre lui? Oui, là je souhaite bonne chance aux autorités belges parce qu'il faudra faire un mandat d'arrêt international contre lui et aller le chercher en Syrie entre deux éclats d'obus. Je pense qu'il ne lui arrivera jamais rien. En réalité, on se bat pour une chose qui est tout aussi noble que la liberté. Les autres se battent pour sortir de prison. Nous, on n'est pas en prison. Nous, on se bat pour l'honneur et pour la justice et la vérité. La vérité, c'est que les gens qui ont été combattre en Irak, à partir du moment où ils ne s'en prennent pas aux civils, mais simplement aux soldats américains, n'ont absolument pas à rougir de ce qu'ils font. C'est ça la vérité de ce dossier. Et l'autre vérité, c'est que ce procès de terrorisme est donc une gigantesque hypocrisie. Et je ne sais pas si je l'ai déjà signalé, mais les Irakiens eux-mêmes, s'ils se défendent contre les Américains, sont des terroristes. Je vois que de l'autre côté, du côté des États-Unis, nous avons des sociétés qui font des milliards de dollars de bénéfices, qui sont des sociétés de mercenaires. Je ne savais même pas que ça existait, mais je l'ai appris en étudiant le dossier. Et ces mercenaires-là, on les laisse tranquilles, mais c'est les copains des Américains. Donc j'ai demandé au procureur, ce qui était plus une provocation qu'un réel espoir, de faire son chemin de Damas, de réfléchir à ce qu'il faisait, de quitter le banc de la défense des terroristes, de rejoindre notre banc de la défense et de venir requérir l'acquittement à nos côtés. Ce qu'il n'a pas fait, ce n'est pas grave. Du moment que les juges nous acquittent, on sera déjà bien contents. Ce qu'il est reproché à M. Dassy, c'est d'avoir, par les sermons qu'il a dit au sein du centre islamique belge, incité des jeunes à aller faire le djihad armé en Irak et en Afghanistan. Alors c'est évidemment absolument absurde et c'est ce que explique M. Dassy. Les discours du cheikh Bassam et les discours de M. Dassy qui ont été tenus au sein du centre islamique belge n'ont absolument pas pour but de recruter des jeunes pour aller faire le djihad armé. C'est tout le contraire. M. Dassy, ici présent, vous le dira lui-même. Il conseille ces jeunes d'aller voir un imam afin qu'ils comprennent les tenants et aboutissants du djihad. Il n'est absolument pas question d'encourager qui que ce soit d'aller mener des combats armés. Et d'ailleurs, Monsieur Tabiche, qui est quand même censé être l'un des dirigeants de la filière en question, le dit lui-même, les discours de M. Dassy n'incitent absolument pas au recrutement pour mener des combats armés. Le fait que l'on associe cette soi-disant filière à un quelconque réseau Al-Qaïda est une gigantesque foutaise. Maintenant, chacun aura son opinion sur le sujet. En ce qui concerne, en tous les cas, M. Dassy, il est évident qu'il n'ait jamais participé de quelque manière que ce soit à une filière qui serait liée à Al-Qaïda. Vous avez été un des élèves du cheikh Ayashi Bassam. Le cheikh s'est occupé de nous comme ses enfants, comme il se doit pour tout savant musulman qui doit transmettre l'héritage des prophètes, c'est-à-dire l'islam. Et jamais le cheikh donc n'a enseigné, je veux dire, une quelconque haine donc contre un quelconque peuple. C'est plutôt donc dire les choses sur des réalités ou des injustices. Il a critiqué tous ces dirigeants qui aujourd'hui sont fait renverser. La Libye, on sait très bien que Cheikh critiquait donc Muammar Kadhafi. Il a critiqué Saddam Hussein et tous les autres. Mais comme il était à l'avance donc sur la situation aujourd'hui, ça ne plaisait pas, parce que ces gens-là donc étaient donc les alliés, on va dire, à cette époque-là de l'Occident, à travers lesquels l'Occident trouvait leurs intérêts. Mais si maintenant il avait ce discours aujourd'hui, eh bien,
on accepterait plus facilement son discours parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a le régime de Bachar, voilà, il y a Kadhafi qui est tombé et ainsi de suite. Mais il a toujours dissuadé, ou en tout cas, et clairement, même dans ses prêches, les gens donc à rejoindre ou même à organiser ou à former pour rejoindre donc les zones ou les lieux donc, de combat. On n'a jamais caché notre position que ces peuples-là qui ont été envahis, que ce soit l'Afghanistan, l'Irak et les autres, ont tout à fait le droit de se défendre, surtout quand on sait comment et de quelle façon les États-Unis, donc l'armée américaine, l'administration Bush, est rentré le mensonge avec lequel ils sont rentrés donc, en Irak et aussi en Afghanistan. Donc ces peuples-là ont tout à fait le droit de se défendre. Mais il est difficile de dire voilà, on est contre l'Irak, contre ce qui se passe en Irak, contre Kadhafi, et de leur dire de ne pas aller là-bas. C'est quand même une position assez délicate, non? Le problème, c'est qu'on leur dit vaut mieux aider, que ce soit par les vêtements, les médicaments, l'argent, l'envoi d'argent, etc. Donc les gens qui sont sur place, parce que vous ne connaissez pas les réalités qui sont sur place, vous ne connaissez pas donc les problèmes ethniques qu'il y a déjà entre eux. Et d'ailleurs, on l'a vu à travers l'Irak, on le voit aussi à travers l'Afghanistan un peu moins. Donc plutôt que vous trouvez entre deux feux, parce que votre intention est bonne, c'est une obligation, il n'y a pas de problème, il faut appeler, ainsi de suite. Mais plutôt que vous trouvez maintenant entre deux feux, et maintenant sur qui vous allez tirer? Parce que vous allez tirer d'un côté, ce sont des musulmans. Vous allez tirer de l'autre côté, ce sont aussi des musulmans. Ah, maintenant, sur quoi vous allez juger? Sur quoi vous allez vous référer maintenant? Vous vous trouvez maintenant entre deux feux, vous êtes venus soi-disant pour les aider, pour les libérer, ainsi de suite. Mais on voit que beaucoup de révolutions ou de résistance, après, n'a pas amené donc la libération voulue. Regardez maintenant les réalités du terrain. C'est toujours ça qu'on leur a donné. En fait, si j'entends bien, vous étiez là pour aider les jeunes à analyser les situations, pour les dissuader, plutôt que pour les inciter, si j'entends votre discours. Oui, et si j'ai incité, c'était dans le sens d'aller aider, plutôt d'aider donc, ces populations-là. Donc, quelle que soit l'aide, si on peut faire des manifestations, si on peut faire des actions citoyennes, si on peut envoyer de l'argent, si on peut envoyer des médicaments, des vêtements et ainsi de suite. Alors on disait de vous aussi dans ce centre que vous faisiez des mariages. Pour les mariages, c'est simplement que donc, les musulmans viennent parce que c'est leur désir, c'est leur souhait de s'allier, de s'unir devant Allah, selon la législation donc, islamique. C'est juste une bénédiction. C'est comme une bénédiction, on lit le Coran, on fait des invocations et c'est le tuteur qui marie la fille. Ce n'est pas nous qui marions. Nous, on prend acte, oui, il y a les témoins, il y a toutes les conditions qu'il faut et c'est juste une bénédiction, qu'Allah descende la bénédiction sur eux. Parce qu'il y a un problème maintenant de génération. Les générations qui ont grandi ici en Europe, ils ne voient plus l'utilité d'aller se marier à la commune. Parce qu'on a tous les deux les papiers, et ça c'est pas que pour les musulmans, hein. C'est pour tous les jeunes qui grandissent ici, donc en Belgique et en Europe. Mais comme ils ont une conscience musulmane, islamique, ils se disent bon, on va quand même demander la bénédiction d'Allah donc sur notre union et on va aller trouver un imam ou quelqu'un qui peut, hein, à titre symbolique, voilà le papier qu'on a été marié islamiquement tout simplement. Excusez-moi de vous couper, alors est-ce que c'est illégal de marier les gens de la sorte? Écoutez, moi j'ai simplement... faire un acte quelconque en dehors de la commune. J'ai simplement deux choses à dire. La première, c'est que nous sommes ici dans le cadre d'un procès de terrorisme. Je n'ai donc absolument pas abordé la question des mariages et de leur légalité parce que j'estime que ce n'est pas le débat. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on reproche surtout deux mariages, en particulier à Monsieur Daci. Non, un mariage. Le mariage entre Malika El Harout et Monsieur Garsalaoui. Et donc, c'est comme ça qu'on voudrait créer le lien entre Monsieur Daci et Madame Malika El Harout, qui a été condamnée pour participation à des activités terroristes. Seulement, c'est un lien qui est bien maigre. Ce n'est pas parce que Monsieur Daci célèbre des mariages qu'il est au courant de tout ce que font les personnes. Et il le dit d'ailleurs lui-même, il estime que ce n'est pas ses affaires. Et d'ailleurs, on remarquera aussi qu'il y a eu un procès pour Madame Malika El Harout et que jamais
le nom de monsieur Dassy n'y a été mentionné. Il n'y a donc eu aucune poursuite intentée à son encontre dans le cadre de ce procès. Et s'il n'y a eu aucune poursuite intentée à son encontre dans le cadre de ce procès, c'est bien parce qu'il ne fait absolument pas partie d'un réseau djihadiste. Vous êtes passé à l'armée. Pourquoi est-ce que vous êtes passé à l'armée? Je suis allé à l'armée parce que bon, c'est vrai qu'à l'époque c'était en 2006, hein, ouais, donc avec la crise, etc. C'est pour gagner ma vie. Et comme j'étais encore bien physiquement, parce que j'ai toujours été sportif, donc j'avais déjà tenté de rentrer à l'armée en 2004. Mais donc il y avait un problème donc de pondérance, donc de poids, et que j'ai remis ça donc en 2006 et j'ai été accepté tout simplement. Je n'ai trouvé aucun problème dans l'armée belge. Je faisais mes prières, je faisais mon jeûne de Ramadan, les officiers étaient au courant et ils me laissaient, il n'y avait aucun problème. Pour vous, est-ce qu'il faut mener une guerre contre cette Belgique? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Non, pas du tout, et ça j'ai été clair aussi. Il n'y a pas de guerre à mener contre la Belgique. Hein.